Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Vous êtes sur Spectrum Télévision. À la une de l'actualité de ce mercredi 30 décembre 2020, communes et villes unies du Cameroun, le bureau du littoral installé. La réhabilitation des routes communales est le principal cheval de bataille pour l'équipe de Manfred Djekakal, maire de la Dibamba. Et nous allons poursuivre notre série consacrée à l'examen de l'adresse du président de la République à la nation le 31 décembre dernier. Ce soir, stop sur le volet sécuritaire, notamment avec la crise sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Sport football, Chan Cameroun 2021, les sites de Douala-Bepanda et Douala-Japoma sont prêts à accueillir la compétition qui démarre le 16 janvier prochain au Cameroun. La 6e session ordinaire du comité des sites de Douala pour l'organisation du championnat d'Afrique des Nations de football 2020 s'est tenue ce 30 décembre 2020 ici à Douala. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue au journal. Cette note en bref à l'entame de ce journal. L'âge de départ à la retraite des fonctionnaires est à compter du 1er janvier 2021, harmonisé à 60 ans pour les catégories A et B et à 55 ans pour les catégories C et D. Le président de la République a signé ce 30 décembre 2020 un décret y afférent. Dans la même veine, l'âge de départ à la retraite des agents de l'État relevant du Code du travail est à compter du 1er janvier 2021, harmonisé à 60 ans pour le personnel de catégorie 8 à 12 et 55 ans pour le personnel des catégories 1 à 7. C'est là le décret du Premier ministre signé également ce 30 décembre 2020. Le ministre de la Santé publique a visité le centre des urgences de Yaoundé. Objectif, prendre les nouvelles des victimes de l'accident survenu le week-end dernier dans l'arrondissement de Dikinmeki. Il était en outre question pour Manaouda Malachi d'évaluer le dispositif mis en place pour les cas d'urgence. Olivier Bouzi. Centre des urgences de Yaoundé. Depuis le week-end dernier, cet établissement hospitalier abrite une dizaine de victimes de l'accident survenu en Dikinmeki. Cette visite du ministre de la Santé publique vise à s'enquérir de leur situation. Je suis venu prioritairement regarder les accidentés de Dikinmeki parce qu'il y a ceux qui ont été référés au niveau du Curie ici. Donc je suis venu leur rendre visite et voir quel était leur tableau clinique en ce moment. Satisfait également de l'état de prise en charge des victimes de cet accident-là parce qu'ils ont été promptement pris en charge, ils sont suivis et l'État s'en occupe, donc je crois que je suis satisfait de ce que je vois aujourd'hui. Faisant d'une pierre deux coups, le patron de la santé publique a évalué le dispositif mis en place par la direction de la structure pour s'occuper des cas d'urgence qui pourront être signalés en cette période de fin d'année. Accessoirement, il fallait quand même que je discute avec le directeur du Curie pour voir le dispositif qu'il a mis en place pour cette période délicate de fête de fin d'année. Nous savons que généralement ce sont les urgences qui sont davantage sollicitées, donc nous en avons discuté. Et heureusement qu'il y a un dispositif spécifique qui a été mis en place destiné à pouvoir faire face à des éventuels cas. Cette visite est en effet la dernière étape d'une semaine de travail qui a démarré le 28 décembre par des concertations avec les parlementaires, hommes politiques et autres organisations de la société civile en vue de faire une évaluation de la riposte contre le coronavirus. Centre des urgences de Yaoundé. Et nous poursuivons notre série consacrée à l'examen de l'adresse du chef de l'État à la nation le 31 décembre 2019. Zoom ce soir sur l'aspect sécuritaire avec notamment la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je vous propose d'écouter cet extrait. Reste la situation sécuritaire dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est sans aucun doute, pour le moment, l'un des problèmes les plus urgents. L'activité criminelle des groupes armés continue de perturber la vie publique, économique et sociale dans ces régions. Pourtant, ces derniers mois, diverses mesures ont été prises
pour ramener à la raison ces jeunes qui, pour la plupart, se sont laissés endoctriner. Des appels à déposer les armes leur ont notamment été lancés et des perspectives de réinsertion sociale ouvertes. Pour ceux qui s'obstinent à demeurer dans la mauvaise foi et qui continuent à avoir recours à la violence, nous n'aurons pas d'autre choix que de les combattre pour protéger tous nos concitoyens. Nos forces de défense et de sécurité feront une fois de plus leur devoir, avec mesure, mais sans faiblesse. Je veux ici les assurer de mon total soutien et de ma haute considération. Auparavant, des décisions avaient été prises pour convaincre nos compatriotes des deux régions concernées de la volonté du gouvernement d'accorder aux collectivités territoriales les compétences qui leur permettraient d'avoir une plus large part dans la gestion des affaires locales. Il avait été également confirmé que des dispositions étaient prévues pour accélérer la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. On doit également souligner qu'en manifestant de diverses façons sa solidarité avec les populations victimes des exactions et atrocités des bandes armées, la nation, dans son ensemble, a montré qu'elle soutenait la politique du gouvernement. Cependant, conscient de la longueur des délais pour mettre en œuvre les réformes envisagées et soucieux d'abréger les désagréments et les souffrances de nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, j'ai décidé d'ouvrir dès la fin septembre, on m'excusera de me citer, d'ouvrir un grand dialogue national qui devrait permettre, dans le cadre de notre Constitution, d'examiner les voies et moyens de répondre aux aspirations profondes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais aussi de toutes les autres composantes de notre nation. Et 4 ans après, la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest fait toujours parler d'elle. Et c'est loin d'être terminé, pense le professeur Willy Brod-Zengwa, tant que le gouvernement n'aura pas organisé un réel dialogue inclusif. Celui-ci a déjà été organisé, renchérit le professeur Elvis Ngolengole, et les recommandations implémentées depuis le début de l'année 2020. La tenue le 6 décembre dernier des élections régionales marque une avancée dans la décentralisation et donc la résolution de cette crise. L'année 2020 s'achève. Quel bilan peut-on faire de la gestion de cette crise au cours de cette année? Argument croisé dans ce reportage de Mireille Chabsi. L'année 2020 au Cameroun fait son entrée au moment où la crise sociopolitique bat son plein dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Depuis environ 3 ans et demi, les séparatistes anglophones et l'armée nationale s'affrontent. Pour tenter de régler le problème, le gouvernement, sur instruction du chef de l'État, ouvre une rencontre baptisée Grand Dialogue National. Les recommandations commencent à être appliquées en début 2020. 365 jours plus tard, quel en est le premier bilan? Au cours de 2020, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest de la crise s'est améliorée. Premiers indicateurs, en 2020, les écoles, beaucoup ont repris. En 2020, les personnes internes déplacées et quelques réfugiés qui étaient sortis, qui se sont installés au Nigeria, ont fait le retour à leur village. Il y avait moins de kidnapping, moins de destruction, moins de violence.
Une atmosphère pour l'espoir de la fin de la crise dans cette partie du Cameroun, en croit le professeur Elvis Ngolé. Sauf que, parlant d'atmosphère apaisée et bonne gestion du conflit, le professeur Willy Brod-Zengwa reste très sceptique. Je pense qu'il y a des choses clés qui n'ont pas été faites. Il n'y a pas eu cessez-le-feu. Il n'y a pas eu dialogue concret, inclusif. Il y a une logique de vainqueur-vaincu, dont utiliser les militaires pour effacer les traces des résistances. Or, de l'autre côté, il y a aussi des tueries continues. On tue les chefs, comme nous tous nous savons, on kidnappe toujours. Je ne peux pas arriver chez moi parce que la route entre Bamenda et Woum, dans Bafout, on ne peut pas passer là-bas. Même les militaires qui y passent utilisent les canons pour passer là-bas. Pour cet expert en paix et conflit, le calme qui règne actuellement en zone anglophone est complexe et surtout trompeur. Par conséquent, pour le moment, rien de positif ne se dessine à l'horizon, en l'absence d'un vrai dialogue inclusif. Je crois que ce que je vois, nous sommes tous touchés par les souffrances et les problèmes qui sont posés par cette crise. Mais nous restons toujours optimistes parce que nous sommes des disciples de la paix. Nous sommes convaincus que la paix est indispensable et que tout le monde dans le nord-ouest et le sud-ouest, et même les Camerounais en général dans les autres 8 régions, veulent la paix, aiment la paix. La paix, oui, mais comment et pour qui s'interroge cette autre opinion? Bon, nous voulons la paix au Cameroun, mais quelles sont les choses concrètes qu'on a fait pour apaiser la population de ces 2 régions? Je vais dire c'est la force. Et c'est un semblant de données. Je vais parler des élections. Oui, on peut beau parler de statut spécial pour ces 2 régions. On peut parler de la décentralisation. Et on peut parler de ce qu'on est en train de faire. Bon, la question serait, qui sont ceux qu'on les a élus? Est-ce que c'est les gens qui méritent la confiance de leur population? Unis dans sa diversité, dont la paix et le progrès, c'est ce dont a besoin. Le bureau de l'association Communes et Villes Unies du Cameroun pour le littoral est installé ce 30 décembre 2020 ici à Douala. La nouvelle équipe, conduite par le maire de la Dibamba, Manfred Djekakal, veut faire de la réhabilitation des routes communales son principal cheval de bataille. Inès Pangan. Une nouvelle équipe pour conduire aux destinées de l'association Communes et Villes Unies du Cameroun dans la région du littoral. Une région qui a la particularité d'avoir des communes rurales et des communes dans de grandes métropoles. Le littoral est composé des villes comme Douala et des campagnes comme, je dirais, Kondiok, des communes qui sont presque rurales. Alors il y a maintenant une dynamique qu'il faut mettre ensemble pour permettre à ces communes qui sont même enclavées, même celles qui sont comme prospères comme Douala, de trouver des solutions pour les problèmes spécifiques de chaque commune. Nous envisageons même acquérir des engins pour la maintenance de nos routes. Vous savez que la plupart des routes sont en terre. En plus, dans le cahier de charge de la CVUC littorale ou nationale, on dit penser à la formation des élus qui sont en majorité nouveaux dans la gestion des choses de la commune. Les jours qui viennent là, il y aura une formation d'abord de tous les élus locaux du littoral parce que on a renouvelé à peu près nos conseils municipaux à peu près à 70%, 75%. Donc il y a beaucoup de nouveaux. Avant que les gens soient plus armés pour la bataille de développement, il faut d'abord qu'ils soient formés. Nos missions essentielles, c'est d'accompagner les communes. C'est un accompagnement multisectoriel avec des missions différentes sur le plan de la formation, sur le plan de l'encadrement, du développement, etc. Je pense que c'est un champ important, on peut en parler pendant des années. La cérémonie d'installation du bureau de la région du littoral a lieu ce 30 décembre 2020 à Douala. Fête de fin d'année en couleur pour d'anciens détenus militants du MRC.
Maître Alice Kom a remis symboliquement une assistance pour les fêtes de fin d'année à une dizaine de militants du MRC qui avaient été détenus à la prison de New Bell après les marches dites blanches. Maître Alice Kom, marraine de l'association United Cameroun, constituée de Camerounais de la diaspora, a donné une conférence de presse ce 29 décembre 2020 ici à Douala. C'était également l'occasion pour un de ces détenus de dédicacer un livre qu'il a écrit pendant son séjour à New Bell. Je vous propose d'écouter à présent Maître Alice Kom, la marraine de l'association United Cameroun, s'exprime au micro de Julie Pont. Cette initiative part de quelques-uns de mes enfants qui ont écouté le cri que j'ai lancé lorsque, depuis la prison de New Bell, M. Béas Salomon, qui était embastillé, m'a expliqué les conditions dans lesquelles il vivait là-bas avec 64 autres jeunes à peu près du même âge. Et j'ai pu avoir une liste de leurs besoins primaires, tels que le manque d'eau potable. Alors je me suis sentie interpellée et blessée au plus profond de ma fibre maternelle. Si je ne dis rien, si je les laisse comme ça, ça veut dire que s'il leur arrive maladie et mort, je suis complice. Je ne pouvais pas accepter ça. Alors j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai commencé à aller chercher de l'eau et à livrer 15 packs d'eau par jour pour que chacun puisse avoir au moins ces 2 bouteilles, ces 3 litres d'eau par jour qui sont nécessaires à l'hydratation du corps humain. Et mon cri a été entendu par ces jeunes qui sont certains au Canada, certains aux États-Unis, en France, en Belgique, en Europe. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à m'envoyer d'abord des petits sous pour que je puisse acheter 15 packs d'eau par jour et les amener jusqu'à la prison de New Bell. Par la suite, ils se sont dit que ce n'était pas tout et que ça ne pouvait pas être des actions ponctuelles. Et ce d'autant plus que nous ne savons pas combien de temps on va les garder en prison. Là, comment je pense qu'après mon cri, ils se sont réunis, ils se sont dit on ne va pas s'arrêter là, on va aller plus loin, on va voir comment on peut continuer à se manifester dans le sens de la fraternité et de la solidarité auprès de nos autres frères qui sont, eux, privés de liberté pour nous. Et voilà comment ils se sont mis ensemble dans ce concept de United for Cameroon pour qu'ils aient une cellule de veille et d'éveil permanente qui leur permet de pratiquer une solidarité réelle sans laquelle il n'y a pas de vivre ensemble. Et ils ont voulu que ça ne reste pas un slogan creux, que ça se manifeste, et ils se sont dit tiens, nous en avons quelques-uns qui sont sortis de prison dernièrement. Et c'est la fête, les fêtes de fin d'année. Nous allons nous rapprocher d'eux et nous allons leur permettre, malgré des longues journées et des longues années passées en prison, de passer des fêtes comme des citoyens normaux. L'information à l'international, c'est dans le Round-up Afrique avec VOA. En Centrafrique, la coalition de l'opposition a demandé mercredi l'annulation pure et simple des élections présidentielles et législatives du 27 décembre. Les habitants de la capitale ont voté dans le calme et en grand nombre dimanche, mais dans les régions, des milliers de personnes n'ont pas voté en raison de l'insécurité entretenue par les groupes armés. Le dialogue entre le pouvoir et l'opposition pour décrisper le climat politique en Côte d'Ivoire a été suspendu mardi sans qu'un accord soit conclu après une semaine de pourparlers en vue des législatives qui se tiendront en mars, a appris l'AFP auprès de participants. L'organisation Reporters sans frontières a exigé mercredi la libération de journalistes poursuivis pour diffamation et détenus depuis une semaine en République démocratique du Congo, où le nombre des exactions perpétrées à l'encontre des journalistes et des médias reste élevé, selon un communiqué. En Éthiopie, des analystes craignent l'éclatement d'un nouveau conflit suite à la défaite militaire du Front de libération du peuple du Tigré par l'armée fédérale. Des habitants de cette région du nord de l'Éthiopie envisagent désormais le rattachement de certaines zones à la région Amhara voisine. Sport, football, CHAN 2021, la 6e session ordinaire du comité de site de Douala pour l'organisation
du championnat d'Afrique des Nations de football 2020 a eu lieu ce 30 décembre 2020. Les différents coordonnateurs, les sites de Douala-Bépanda et de Douala-Japoma sont prêts à accueillir la compétition qui se tiendra du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Je vous propose à présent d'écouter à cet effet le coordonnateur du site de Douala-Japoma, l'honorable Abel Calvin Jockey, au micro de Gilbert Manguet. Alors, le stade de Japoma que je qualifie de joyau immortel et de don du président Paul Biya à la jeunesse est fin prêt pour accueillir les délégations africaines à partir du mois de janvier. Et à Japoma, les compétitions vont démarrer le 17 janvier. Nous sommes fin prêts. Déjà, nous avons fait un match test entre les Lions A' et UMS. Ce match s'est déroulé dans de très bonnes conditions. La pelouse s'est bien comportée et c'était en nocturne. Il n'y avait pas de problème d'électricité. Toutes les équipes étaient prêtes, n'est-ce pas, à agir en cas de besoin. Mais tout s'est bien déroulé. Toutes les commissions ont fait leur travail, que ce soit au niveau de l'accueil et du protocole. Les équipes sont prêtes, que ce soit au niveau du transport, n'est-ce pas, des équipes. Je crois que les moyens de transport sont déjà trouvés. Je ne citerai pas parce qu'il y en a jusqu'à 12 commissions. Nous veillons au quotidien pour que leur mission soit remplie avec beaucoup de satisfaction. Nous sommes en état de veille pour qu'il n'y ait pas de dérapage, pour que les acquis que nous venons d'exprimer soient consolidés et que cette belle fête africaine démarre effectivement au Cameroun le 16 janvier. Parce que comme vous le savez, Douala accueille 2 poules, 8 équipes, c'est donc la moitié, n'est-ce pas, des effectifs. Et tous les regards de la CAF seront sur Douala. D'ailleurs, leur QG est basé à Douala et Douala n'est pas loin de Limbé. Donc vous comprenez que nous sommes dans le périmètre du Chan. Yaoundé est peu à près de 260 km de la ville de Douala. C'est Douala qui répond de manière un peu plus intensive aux préoccupations de la CAF. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision.